Ici Radio Africa World, le rendez-vous du donner et du recevoir. La radio en Africa World, c'est l'étape de l'éveil de conscience. Africa. Tous les jours de la semaine avec votre radio préférée Africa. N'hésitez pas à rester sur l'écoute. On est toujours avec vous tous ensemble. On est toujours avec vous tous ensemble. Merci, chers auditeurs et auditrices de la chaîne Africa TV. Nous sommes en direct. Nous passons notre spéciale interview de ce soir. Nous avons dit à 20h30, lundi 2 avril, tout au début du mois d'avril, nous avons recevoir pour vous, nous avons réservé pour vous un homme qui est quand même très important pour nous, les Congolais de la diaspora, et aussi un homme écrivain et l'auteur du livre Le Congo, une histoire populaire. C'est donc M. Tony Bousselem. Voilà, chers auditeurs, auditrices, nous vous disons tout simplement merci d'avoir voulu aussi être au rendez-vous et de suivre cette belle émission, cette émission interview spéciale avec M. Tony Bousselem qui est là tout à l'heure. Je vais quand même le saluer. Bonsoir, M. Tony Bousselem. Bonsoir, maman Fissa. Voilà, bonsoir. Alors, M. Tony Bousselem, nous sommes vraiment très honorés de votre disponibilité dans notre chaîne Africa TV. Après vous avoir observé pendant un bon moment sur les réseaux sociaux de Facebook, vos analyses et votre position sur le cas de la RDC, nous avons eu l'impression que vous intéressez aussi beaucoup sur le Congo, sur l'histoire du Congo et sur tout ce qui concerne le Congo. Alors, je vous signale déjà que chaque question, chaque réponse de votre part peut susciter une sous-question. Alors, première question, voici, donc je ne vais pas trop vous prendre du temps. Nous vous connaissons virtuellement à travers vos analyses diverses touchant les problématiques liées autour de la politique actuelle de la RDC et ces différents conflits. Voilà. Et bien entendu, nous avons aussi les auditeurs et moi-même qui désirons savoir qui est donc M. Tony Bousselem. Pourriez-vous nous brosser un peu brièvement votre personne? Merci. Oui, merci pour la question. Donc, qui est-ce que je suis? Bon, je suis un militant de gauche anticolonial. Je suis déjà depuis début des années 90 les événements au Congo et en Afrique centrale. J'ai collaboré longtemps avec Ludo Martens, que peut-être certaines personnes connaissent. Donc j'ai travaillé avec lui pour réaliser le livre Kabila et la révolution congolaise, panafricanisme au néocolonialisme. Donc ce livre a été édité en 2001. Et donc, régulièrement, disons 1 à 2 fois par an, pas trop, je fais une sorte d'état de la situation au Congo pour le moment. Et donc, en 2010, j'ai aussi écrit un petit livre Congo, une histoire populaire.
de cette façon, je suis un peu au courant de ce qui se passe au Congo et je vois ça avec des lunettes anticoloniales, disons. Oh, des lunettes anticoloniales. Voilà, j'aimerais un peu savoir ce que ça veut dire le marxisme. Le marxisme, vous l'avez souligné, parce que Guido Martès est un marxiste, il était un marxiste. On attend souvent parler de ça. Qu'est-ce que ça veut dire, le marxiste? Le marxisme, ça veut dire, c'est une vision, bon, cette année, c'est le 200e anniversaire de la naissance de Karl Marx, donc c'est une idéologie qui est assez jeune, quand on compare avec le libéralisme et l'idéologie du capitalisme, du fonctionnement du marché. Ça, c'est une idéologie qui est beaucoup plus ancienne, qui existe déjà depuis plusieurs siècles, tandis que le marxisme est une idéologie qui est plus jeune. C'est une vision scientifique de voir le monde, de voir la société humaine, et c'est aussi une vision qui part de l'idée que l'histoire est une histoire de la société, qui est l'histoire de lutte des classes. Donc c'est à partir de cette analyse que on voit aussi bien l'évolution des sociétés ici en Europe que l'évolution des sociétés ailleurs dans le monde, aussi en Afrique, comme une histoire de lutte des classes. Ok. Alors, la Belgique et les Congo, la RDC, c'est une histoire quand même de colonisation que vous avez dit. Vous êtes anticolonialiste, mais cette histoire de colonisation, de civilisation pour les uns et des humiliations pour les autres, après son indépendance du 30 juin, quel bilan faites-vous de cette décolonisation? Est-elle positive pour les Congo depuis qu'il s'est affranchi de la Belgique? C'est-à-dire, il y a des points positifs et des points négatifs. Des points positifs, c'est qu'il y a eu des victoires qui ont été obtenues dans la lutte contre la colonisation. Il y a eu la victoire de Lumumba, de Patrice Lumumba et du peuple congolais lors des élections en 1960. Il y a eu des victoires par après par les Lumumbistes dans leur résistance contre la guerre de recolonisation, comme Antoine Gizenga a appelé tout ce qui s'est passé après 60. Il y a eu des victoires en 97 avec la chute de Mobutu. Et il y a eu aussi des défaites et des contre-coups. D'un côté, le fait qu'il y a eu une indépendance formelle, je crois que ça c'est une chose positive, c'est un pas en avant, mais ce n'est pas l'indépendance totale qu'on a reçue avec l'indépendance formelle. Je dois dire que la lutte pour l'indépendance, la lutte anticoloniale est une lutte de longue haleine. Donc en Afrique, elle a pris de 1950, des années 50, jusqu'en 94. C'était la dernière indépendance avec la chute de l'apartheid en Afrique du Sud. Donc pendant plus de 40 années, en Afrique, il y a eu des combats pour l'indépendance formelle. Et donc sur soi, l'indépendance formelle est un pas en avant, mais c'est vrai aussi qu'il y a eu beaucoup de contre-coups et de défaites. L'assassinat de Lumumba en est une, toute l'installation de la dictature de Mobutu en était une autre, là où on voyait que l'impérialisme et le colonialisme a pris le dessus, a réussi à balayer et à massacrer beaucoup de lumumbistes, de nationalistes, de patriotes. Et donc ça, on a intégré le Zaïre soi-disant indépendant dans le schéma, dans la stratégie de la guerre froide, donc pour défendre les intérêts des Occidentaux. Donc ça, c'est des défaites. Aussi au niveau économique, on peut même dire que ce qui s'est passé après l'indépendance au niveau économique était pire que pendant la colonisation. Parce que pendant la colonisation, il y avait encore des investissements qui venaient pour pouvoir
tirer des profits énormes de la colonie, mais il y avait au moins des investissements. Après l'indépendance, on a constaté qu'il y a eu beaucoup de pillages, mais il n'y a pas eu vraiment des investissements qui sont venus ni de l'Europe, ni des États-Unis. Et donc, on a vu qu'après 40 ans d'indépendance, le résultat, c'était que économiquement, le pays était complètement cassé et souffrait lourdement sous le poids d'une dette impayable. Et donc, ça sont des contre-coups qui font que bon, l'indépendance n'a pas donné ce que les gens ont voulu. Mais donc, je répète, la chute de la dictature mobutiste était une grande victoire et depuis lors, on voit qu'on est entré dans une période très turbulente où on voit que les impérialistes, aussi bien le gouvernement états-unien que belge que en Europe, qu'ils ne réussissent pas vraiment à avoir une grippe sur la situation comme ils l'avaient bien sous la dictature de mobutiste et que donc on voit une période de trouble, de guerre ouverte ou guerre guerre larguée, comme on dit. Et donc ça c'est une autre situation dans laquelle on est, mais je crois qu'on est plus loin aujourd'hui qu'on était sous la dictature mobutiste dans le combat pour l'indépendance. Ok. Voilà, donc si je comprends bien, par exemple, le point négatif, le dette impériale, je ne sais pas, qu'est-ce que vous entendez par le dette impériale? La Belgique ou le Congo a été colonisé par la Belgique pendant plus de 80 ans. Si vous dites dette impériale, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Quelles sont les dettes? C'était une dette impayable. Donc, on a, dans les années 70, on a poussé Mobutu de construire des projets gigantesques comme le barrage de Inga, la série de Malakou. Et c'était des projets qui ont coûté beaucoup d'argent à l'État zaïrois, mais qui n'ont pas livré une production. Et donc le résultat, c'était qu'il y avait une dette à payer qui était devenue dans les années 80 clairement impayable parce que c'était un effet de boule de neige. On ne pouvait pas payer la dette parce qu'il n'y avait pas d'électricité qui sortait assez du barrage de Inga et la série de Malakou n'a jamais fonctionné. Le résultat, c'est que on devait rééchelonner les dettes, donc prendre des nouvelles crédits pour payer les anciennes dettes, mais alors avec des intérêts plus hauts. Et de cette façon, il y a eu un effet de boule de neige qui a fait que la dette grandissait, sans qu'en fait, il y avait quelque chose concret qui était laissé en place dans le pays. Et donc ça, c'était une dette qui n'était pas payable, qui n'était pas tenable non plus, et ça faisait que le Congo exportait du capital et n'avançait pas du tout, au contraire. Et que donc, de cette façon, il n'y avait pas des investissements, mais il y avait beaucoup d'exportation de capital seulement déjà via la dette. Voilà. Alors, si je comprends bien maintenant, puisque vous parlez aussi de la chute de Mobutu, apparemment, la chute de Mobutu semble être positive pour vous, mais actuellement, en fait, vu ce qui s'est passé en République démocratique du Congo, la chute de Mobutu a causé, en fait, c'est ce qui était par l'AFDL, c'est-à-dire cette armée qui était venue de l'insurrection ou alors la rébellion lancée par Laurent Désiré Kabila pour renverser Mobutu. Alors maintenant, cette mésaventure, pour nous, ça semble un peu apporter de chaos en République démocratique du Congo, parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des viols, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. En fait, les peuples congolais qui étaient peut-être dans la joie s'est débarrassé d'un dictateur, mais cette joie n'était qu'éphémère, parce qu'après, il y a eu le chaos que vous connaissez déjà, vous connaissez parfaitement l'histoire. Et qu'est-ce que vous pouvez dire par là?
Qu'est-ce que, en fait, c'est ce chaos qui a précédé même aussi, en fait, qui a provoqué l'arrivée de MONUSCO de venir s'installer aussi au Congo là-bas pour stabiliser la situation qui était chaotique à l'époque. Maintenant, actuellement, face à l'action, c'est-à-dire, comment je peux dire en fait, quelles sont pour vous les raisons d'être finalement jusqu'aujourd'hui de la MONUSCO, ainsi que son impact sur la situation du Congo et face à l'action révolutionnaire venue, parce que c'est comme on entend parler que Laurent désirait apporter la révolution, parce qu'il devait mettre fin à la dictature et au régime néocolonialiste de Mobutu, mais finalement, face à ça, quelles sont les raisons qui maintiennent maintenant l'arrivée des MONUSCO, c'est-à-dire ces mandats prolongés à chaque fois, qui récemment d'ailleurs viennent de se faire prolonger. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, bon, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on est entré depuis 97 dans une période où il y avait des lumumbistes qui avaient repris le pouvoir, des nationalistes qui voulaient la vraie indépendance et qui voulaient rompre avec la dictature néocoloniale qui en fait laissait le pouvoir réel dans le pays dans la main des Occidentaux. Et donc le résultat, c'est que maintenant il y a une turbulence, il y a une résistance, un refus de la part des gouvernements aux États-Unis et en Europe de reconnaître ce pouvoir indépendant. Et on voit que on lance des guerres, on protège les agresseurs, on installe un appareil comme la MONUSCO. Mais je crois qu'à partir, depuis 98 jusqu'aujourd'hui, donc ça fait 20 ans, dans les 20 ans qui sont passés, on peut constater quand même que petit à petit, on a l'impression que les Occidentaux se rendent compte qu'ils sont en train de perdre la grippe sur le Congo. Je donne quelques exemples. Avant, il y a quelques mois, on disait que non, on veut aider à financer les élections. Hein, donc, à Bruxelles, l'Union européenne disait ça, mais à telle et telle et telle condition. Et il y a quelques semaines, j'ai vu une déclaration de responsable, donc l'envoyé spécial de l'Union européenne, qui disait que l'Union européenne était prête à financer 30% du budget des élections. Et la semaine après, je vois que le gouvernement déclare qu'ils n'ont pas besoin de financement extérieur, que les élections seront complètement financées sur le budget du gouvernement congolais. Ce qui n'est pas, comment dire, je suis pas étonné par ça parce que on a pu déjà lire ça dans le programme gouvernemental de Tshibala, du premier ministre Tshibala, au moment qu'il a publié son programme. On pouvait lire dans ce programme que le but c'était que le gouvernement congolais allait financer souverainement les élections. Donc, qu'est-ce qu'on voit alors? Qu'on crée une sorte de situation humanitaire et on va faire une grande conférence internationale pour collecter plus que 1 milliard d'euros, soi-disant pour répondre à cette situation. Là aussi, le gouvernement congolais a refusé. Il y a là un chiffre, un débat sur les chiffres. Le gouvernement congolais dit qu'il n'y a que 240 000 réfugiés, tandis que les agences humanitaires parlent de plus que 4 millions. Mais en tout cas, bon, le 13 avril, il y aura une conférence à Genève, mais si le gouvernement congolais n'est pas présent, cette conférence ne va pas servir à grand-chose. Donc, moi, j'ai l'impression que avant, on avait de différents côtés une grippe sur la situation via des financements, via la présence de troupes extérieures, et que maintenant, on est en train de perdre cela et que la MONUSCO reste le seul instrument à travers laquelle on essaye encore d'avoir une grippe. Et donc, la résolution qui a été votée récemment au Conseil de sécurité donne plus demande de la MONUSCO de faire un reportage plus intensif,
Mais bon, la situation est changée au niveau mondial et aussi au sein du Conseil de sécurité à l'ONU. Dans les années 90 et 2000, la première décennie de 2000, on peut dire qu'on vivait dans un monde unipolaire où les États-Unis étaient les maîtres du monde et aussi le maître dans le Conseil de sécurité. Or, aujourd'hui, depuis la guerre en Libye, on voit de plus en plus une résistance contre ce monde unipolaire et une tendance à aller vers un monde multipolaire. Et donc, ça veut dire que des volontés des gouvernements occidentaux, ça ne passe plus au Conseil de sécurité comme une lettre à la poste. Avant, on discutait et on pouvait avoir des résolutions qui approuvaient des interventions. Aujourd'hui, ça ne va pas aussi facilement. Et donc, naturellement, entre-temps, la MONUSCO est là déjà depuis plus que 15 ans. Et donc, c'est un appareil qui est là, qui a mangé beaucoup d'argent. Et donc, on ne peut pas le faire disparaître du jour au lendemain. Et on essaye quand même de lui donner comment dire, une tâche dans le sens de pouvoir quand même avoir une grippe sur la situation au Congo. Mais je constate que tous les autres, et beaucoup d'autres canaux, on voit que ils sont en train de perdre le contrôle sur ce pays et que la souveraineté, si les élections auront lieu et si les élections peuvent se tenir dans une atmosphère un peu sereine, ce sera un pas énorme en avant vers la souveraineté et l'indépendance du Congo. Monsieur Tony Boussela, vous dites qu'on est en train de perdre le contrôle de la RDC. En fait, cette question, parce que c'est une sous-question avant d'entamer la quatrième question. En fait, c'est que vous dites que la perte le contrôle de la RDC, mais les autres Congolais, en fait, disent que le pays est sous l'occupation. Vous qui maîtrisez un peu, en fait, parfaitement l'histoire du Congo, les enjeux, comment vous voyez ça? Parce que quand vous dites qu'on est en train de perdre le contrôle et que les autres disent que le pays est sous l'occupation, et que vous ne voyez pas que c'est un message un peu ambigu par rapport à ceux qui peuvent nous écouter et qui, pour eux, c'est le pays est sous l'occupation étrangère, et vous dites que les Occidentaux commencent à perdre le contrôle. Comment pouvez-vous nous expliquer ça? Mais bon, je crois que moi, je me base sur la façon dont les gouvernements occidentaux et l'Union européenne et les États-Unis se comportent vis-à-vis du Congo. Si le Congo serait complètement sous leur contrôle, ils auraient tout avantage d'organiser bien le pays. Parce que quand le pays est bien organisé, on sait bien beaucoup plus tirer des profits. Maintenant, il y a 300 000 creuseurs. Bientôt, on aura besoin de beaucoup de cobalt. Si on veut vraiment avoir du cobalt bon marché, il faut pouvoir installer des grandes usines, des grandes mines à travers lesquelles on peut, d'une façon industrielle, tirer le cobalt et le vendre bon marché. Je constate que ça n'est pas fait. Je constate que le pays est dans le chaos. Donc, si le pays est dans le chaos, il n'est pas au moins, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'est pas bien occupé. Il y a le refus de reconnaître l'indépendance. Il y a une résistance contre l'indépendance. Mais ça veut dire qu'il y a un chaos. Un pays qui est vraiment bien occupé et sous contrôle de l'extérieur, normalement, ne devrait pas être dans le chaos. Voilà, donc c'est-à-dire que normalement le pays, donc pour vous, c'est que le pays, la RDC n'est pas vraiment occupé. Occupé, non, il n'est pas occupé. Il y a un gouvernement qui est nationaliste. Il y a eu des forces, il y a encore toujours des forces centrifuges qui veulent l'éclatement du Congo. Donc, il suffit de lire les articles qui ont été écrits aux États-Unis.
des gens qui disent carrément pour sauver le Congo, il faut le faire, le laisser éclater. Hein, to save the Congo, let it fall apart. Il y a des gens qui ont écrit There is no Congo. Hein, il n'y a pas, le Congo n'existe pas. Donc, ça a été écrit dans les journaux aux États-Unis et c'est une conviction profonde aux États-Unis. Herman Cohen qui dit que dans le State Department, dans le ministère des Affaires étrangères à Washington, en fait, on considère l'Est du Congo déjà comme faisant partie du Rwanda. Donc, ça sont des idées de faire éclater le Congo. Or, je constate que le Congo est toujours uni. Qu'il y a un gouvernement qui gère le Congo, au contraire de la situation qui a géré entre 98 et 2003, où il y avait 4 à 5 différents gouvernements. Donc, cette situation est maintenant est finie depuis déjà 2003 et certainement depuis 2006. Il y a un État. Il y a des tentatives de créer des problèmes, de créer des violences, de susciter une volonté de sécession, mais cela ne fonctionne pas. Donc, je ne vois pas dans toute cette image-là un pays occupé. Alors, M. Tony, franchement, avant d'entamer la 5e question, on reste encore, plutôt la 4e question, on reste encore là. Parce que moi, je vais bien aider aussi quand même ceux qui nous écoutent et surtout les peuples congolais, qui quand même, il y a quelque chose qui ne marche pas vraiment, qui ne tourne pas rond. Vous dites qu'ils sont en train d'essayer enfin, le Congo est en train de les échapper. Alors, maintenant, il y a les chaos un peu partout, on essaie de provoquer. Vous avez aussi dit que c'est un combat nationaliste et lumumbiste. Alors que ce qu'on attend souvent, c'est que le pays est occupé, à commencer par l'actuel président, qui semble pour les autres être rwandais. Bon, on ne veut pas trop s'étaler dans ce domaine-là, qui est un domaine assez fragile. Mais vous dites que c'est un combat lumumbiste nationaliste. Quand même, pour un pays qu'on dit qu'être occupé, vous ne voyez pas, ou alors on n'explique pas bien les choses, ou alors c'est nous qui ne comprenons pas. Nous voulons un peu savoir, vous qui maîtrisez quand même les enjeux et le problème du Congo, si le pays est vraiment sous les contrôles, entre les mains de ses fils et filles. Pourquoi tant de pression? Pourquoi tant de insurrections et de guerres et tout ça là? Parce que si on l'a déjà, on doit même plus commencer à semer la guerre, on doit se régaler, on doit piller, on doit faire la fête. Mais tout ça fait que vous êtes en train de nous dire, finalement, M. Tony Bousselan, que le Congo est entre les mains de ses fils et filles, mais les États-Unis, dans des journaux, ils ont déjà dit que le Congo n'existe plus. Cette information nous échappe, nous, les Congolais d'origine. Oui, mais je n'ai pas dit que le Congo est dans les mains, donc l'indépendance n'est pas encore là. On est en route vers l'indépendance déjà depuis 60. Hein? Donc, c'est une longue route. Et pour le moment, depuis 97, depuis la chute de la dictature mobutiste, avant, il y avait quelqu'un à la tête de l'État qui, quand il recevait les directives de Washington, il marchait. Quand on lui a dit en 90 que maintenant on devait dissoudre le parti unique, il l'a fait. Et donc, ça fonctionnait de cette façon. Depuis 97, ça ne fonctionne plus de cette façon. Ça ne veut pas dire que l'indépendance est là. Ça veut dire qu'il y a une force dans la personne de Laurent Désiré Kabila qui est venu, qui était un lumumbiste déjà depuis les années 60, qui a toujours combattu la dictature mobutiste et qui a dit, bon, maintenant, on va essayer d'être indépendant. Et donc là, le chaos vient du fait que les gouvernements néocolonialistes à Washington, à Bruxelles, à Paris, à Londres, à Berlin, ils ne peuvent pas supporter un lumumbiste à la tête du Congo. Pour eux, le Congo, c'est leur chasse gardée, comme on dit, leur jardin,
et ils ne peuvent pas accepter un nationaliste. Et donc, il y a en permanence, depuis 98, ouvertement, des tentatives de déstabiliser le Congo à partir de l'extérieur. Et donc, ça veut dire qu'il y a là un combat qui dure maintenant 20 ans, et que dans ce combat, quand je compare la situation où le pays était 40% du territoire du pays était effectivement occupé par des armées extérieures, rwandais, ougandais, qu'aujourd'hui la situation est autre et que je vois que pendant tout un temps il y avait un ambassadeur américain à la tête de la MONUSCO qui se comportait comme un proconsul, hein, qui avait tout à dire au Congo. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Je vois une évolution dans les 20 dernières années et je constate que pour le moment, les Occidentaux ont dit qu'il fallait que Joseph Kabila partirait d'abord déjà en 2011. Hein, on voulait qu'il n'y avait pas eu les élections. Donc, on voulait traîner avec le financement des élections pour qu'il dépasse la date du mandat pour l'obliger de construire un gouvernement d'union nationale. Lui, il a refusé, il a forcé les élections et donc, sur un budget du gouvernement congolais, pour 85% du gouvernement congolais, c'était déjà une grande première. Donc, je vois dans ce chaos un combat qui avance, mais qui est difficile et qui est pénible. Et donc, tant que il n'y a que deux solutions à la fin. Ou bien, en Europe, aux États-Unis, il y a un changement de société qui fera qu'on accepte une Afrique et un Congo indépendants, et on veut travailler avec l'Afrique et le Congo sur une base d'égalité pour vraiment avancer l'économie et le bien-être et le progrès au Congo. Ou bien, le Congo doit devenir assez fort, dans un long combat assez fort pour dire ça sont nos conditions. Je vois qu'aujourd'hui, de plus en plus, le gouvernement congolais impose ses conditions à ses partenaires qui veulent en fait dicter ce qu'on doit faire. Et donc là, je vois une évolution. Mais c'est vrai que ce n'est pas encore gagné. Ça peut foirer, ça peut échouer. Le combat sera de voir si les élections auront lieu en décembre, s'il n'y a pas une guerre qui éclate. Donc là, il faudrait voir. Ça, c'est mais si les élections auront lieu et dans des conditions que ce sont les Congolais eux-mêmes qui tiennent en main ces élections, l'organisation de ces élections, je crois qu'il y aura un pas important qui sera fait en avant vers l'indépendance. Alors, si vous dites en avant vers l'indépendance, donc c'est-à-dire l'indépendance que le Lumumba, les autres camarades d'élite ont fait au début des années 50-60, c'est-à-dire que c'est un combat qui est continuel. Donc, c'est un combat, si je comprends bien, Mobutu, parce que c'est toujours les sous-questions, on est toujours dans la troisième question, vous n'avez pas oublié, vous avez déjà prévenu, chaque réponse peut susciter sous-question. Cela dépend de ce que vous nous dévoilez. Alors, voilà. Donc, c'est-à-dire, si je comprends bien, la RDC continue un combat révolutionnaire, mais qui est mené par les nationalistes et lumumbistes. C'est ça ce que vous voulez dire. C'est-à-dire, il est mené par des gens qui renouent avec le combat de Lumumba de leur façon. Hein? Donc, je ne vais pas m'engager dans une défense complète et totale du gouvernement actuel. Je constate seulement qu'il y a une volonté d'indépendance et de défense de la souveraineté et de l'unité du Congo de la part du gouvernement congolais.
ça, je constate, et que ça, c'est un long combat. Parlant maintenant de cette volonté du gouvernement congolais auquel vous êtes en train de dire, c'est vrai, on vous attend, on risque de dire vraiment que vous prenez trop parti du gouvernement congolais, mais c'est un gouvernement issu des sensibilités. Il y a un problème actuellement avec les problématiques de la congolité de Banyamulenge, parce que ce sont de ce groupement ethnique qui essayent de s'aimer aussi, en fait, qui sèment la zizanie entre la population congolaise, au-delà même de la diaspora qui nous sommes dans les millions de vivants. Vous ne voyez pas que si ce gouvernement a la volonté, avec la problématique liée autour des congolités des Banyamulenge, et toutes ces guerres de l'Est et le M23 et toutes ces histoires-là, des guerres, de ces insurrections. Laurent Désiré a fait une rébellion. Les autres en font encore des rébellions. Qu'est-ce que vous pouvez dire par là? Parce que vous dites qu'il y a peut-être une volonté. Alors, nous avons comme l'impression que vouloir une chose et son contraire. Quand on est en train de se créer une révolution, on s'emballe aussi avec des éléments qui ne sont même pas dans cette révolution-là. Ce n'est pas une volonté du gouvernement congolais. Qu'est-ce que vous dites par là? Ou bien il y a quelque chose qui cloche là, dans ce problème-là? Mais pour des anti-impérialistes, pour des gens qui sont pour l'indépendance réelle, des concepts comme congolité ne devraient pas exister. Nkrumah, qui était un grand anticolonial, combattant anticolonial, c'était le premier président du premier pays indépendant, le Ghana. Nkrumah, il disait, moi, je suis pour l'unité panafricaine. Ce n'est que quand l'Afrique est unie, quand les Africains savent s'unir pour défendre leur unité, qu'on peut gagner. Et donc, je crois que c'est la division entre Congolais et entre Africains ne fait le jeu que de ceux qui divisent pour régner. Voilà. Lumumba disait ça aussi quand il est revenu de Accra, quand il est allé voir Nkrumah dans une conférence panafricaine. Il a dit, l'arme avec laquelle on nous garde toujours en bas, c'est la division. Et ce n'est que l'unité qui peut nous faire avancer. Donc, moi, je ne crois pas que c'est avec des concepts de congolité qu'on va défendre l'indépendance. Voilà. C'est bien cet argument, monsieur Bousselem. Mais il y a un autre côté, ce sont des problèmes de guerre. Si vous dites ça, le rôle que jouent les Banyamulenge, par exemple, ils ont été accusés avec les M23, il y a eu des accusations par les experts de l'ONU. Lorsqu'on a accusé en 2011, après les élections, il y a eu en 2012 des guerres qui ont été là et des revendications qu'ils ont données. On ne voyait pas vraiment les raisons fondées pour faire cette révolution ou cette guerre qu'ils ont fait des M23. Alors, là-bas, il y a eu aussi l'accusation qu'il paraîtrait que le Rwanda était impliqué avec cette M23. C'est ça les problèmes. Mais le M23 est une fabrication de Kigali, du gouvernement rwandais. Ah. Ce n'est pas une organisation de Banyamulenge. Donc, les rapports qui ont été faits par les experts de l'ONU en 2012-2013, le groupe d'experts qui était dirigé par Steve Hedge, il a vraiment bien expliqué comment le M23 a été complètement conçu, armé, formé à partir du ministère de Défense Kabarebe à Kigali. Donc, ça n'avait rien à voir avec des Banyamulenge au Congo. C'était un instrument d'invasion créé par le gouvernement rwandais. Et ça s'est prouvé dans les rapports des experts de l'ONU. Alors, deuxièmement, on parle d'occupation, mais qui a combattu le M23 et qui a gagné contre le M23? C'est bien l'armée congolaise. L'armée congolaise appuyée par la Brigade internationale africaine composée de militaires sud-africains et tanzaniens contre la volonté de Kagame. Donc, ça c'est de un. Et de deux, qui a sauvé le M23? Ça c'est un groupe d'envoyés spéciaux envoyé sous la direction de Mary Robinson,
qui sont venus avec trois Européens dedans et un Américain pour dire que non, le M23, il était défait militairement et donc normalement, selon l'accord d'Addis Abeba, le M23 devait être désarmé et rester au Congo. Non, ils ont laissé enfuir ces gens au Rwanda et en Ouganda contre les accords d'Addis Abeba et ils ont exigé ce qu'on appelle une solution politique. Une solution politique, ça veut dire ils ont imposé au gouvernement congolais d'aller négocier à Kampala contre sa volonté. Le gouvernement congolais disait qu'il ne voulait pas aller négocier à Kampala, qu'il n'y avait plus rien à négocier parce que le M23 était défait militairement. Alors, ces envoyés spéciaux sont spécialement venus avec toute la pression de leur gouvernement pour dire que non, il faut une solution politique, donc il faut aller négocier à Kampala. Alors, à Kampala, il y a deux textes différents qui ont été signés. Un texte par le M23 où il disait qu'ils se dissolvaient, donc ils étaient dissous, et l'autre texte signé par le gouvernement congolais. Alors, de là, on a tiré prétexte en disant que le gouvernement congolais avait une liste, je crois, dans les 45 responsables du M23 qu'il ne voulait pas donner une amnistie. Et donc ça, c'était un prétexte pour que tout le M23 puisse rester au Rwanda et en Ouganda. Donc la réalité, c'est que le gouvernement congolais a combattu le M23 et que ce sont les Occidentaux qui ont aidé les gouvernements ougandais et rwandais surtout de protéger le M23. Et le résultat, c'est que ces gens sont toujours là et que le jour que le Rwanda et l'Ouganda le veulent, ils peuvent de nouveau attaquer. Mais ce n'est pas la volonté et le résultat du gouvernement congolais. C'est l'armée congolaise qui a combattu le M23 et qui a défait le M23 militairement. Donc, si ça aurait été une occupation, l'armée congolaise aurait été complètement collaborateur avec le M23. Il y a eu une guerre. Et on les a mis dehors. Alors, ils ont été protégés par leurs parrains, par leurs maîtres. Ça, c'est la réalité de M23. Voilà, donc je pense que ces informations sont très importantes pour nous, M. Bousselen. Si je vais encore rejoindre, en fait, entamer la quatrième question pour ce problème, je pense que peut-être d'autres y auront à réagir par rapport à vos arguments, parce que bon, je ne suis qu'en train de vouloir un peu comprendre ce que les autres aussi disent. Pour la quatrième question, il était question maintenant de la lecture que vous faites pour le remodélage des pôles d'intérêt économique dans le monde occidental vis-à-vis de l'Afrique, en particulier la République démocratique du Congo et du pétrodollar faisant face au yen, adossé à l'or et tout ça. Qu'est-ce que vous dites par là? Quelle est la lecture que vous faites? La lecture, c'est qu'on est en train d'évoluer d'un monde unipolaire vers un monde multipolaire. Et sur soi, pour un pays qui veut l'indépendance, c'est une bonne chose. Parce que ça veut dire que l'Afrique et le Congo peuvent dire, OK, il y a là des multinationals occidentaux, il y a des multinationals chinois, il y a des sociétés russes, il y a des sociétés indiennes, etc. Nous avons des concessions ici qui offrent combien? Et donc, il peut mettre les uns contre les autres. Avant, il n'y avait qu'un maître, c'était ou bien la Belgique et l'Europe, et après, c'était les États-Unis. Et donc, ça, c'est une situation plus avantageuse pour l'Afrique et le Congo pour travailler pour son indépendance. Mais naturellement, ça dépend du gouvernement congolais et du peuple congolais. Si vraiment on défend l'indépendance, on peut aussi se faire rouler. Hein? Donc, mais au moins, il y a plusieurs joueurs dans le monde et dans un monde pareil, c'est plus facile de défendre et d'obtenir son indépendance. Et avant, donc, il n'y avait qu'un maître, on peut dire, selon moi, jusqu'en 2011, il n'y avait qu'un maître, c'était les États-Unis, suivis par l'Union européenne. Ils sont toujours très forts, il ne faut pas dire qu'ils ont perdu la bataille, mais on constate qu'il y a des pays émergents
qui n'acceptent plus comme ça tous les plans et toutes les stratégies que les Occidentaux imposent. Et on constate effectivement au niveau économique que le yuan, par exemple, qu'en Chine, il y a maintenant des contrats pour acheter du pétrole selon un taux fixe où le yuan est lié à l'or. Tandis que depuis 73, les États-Unis ont lâché le lien entre le dollar et l'or, ce qui a énormément stimulé la spéculation et dans le monde financier. Et ce qui a rendu le monde assez instable. Donc, il y a effectivement des avantages avec l'émergence des pays en dehors du pôle traditionnel États-Unis, Union européenne. Mais qu'est-ce que vous dites sur le réchauffement climatique alors? Parce que là, ça me fait rappeler puisqu'on parle des problèmes d'intérêt économique à l'échelle mondiale. Sur le réchauffement climatique, c'est un thème très important et on peut constater que la Chine est à l'avant-garde sur ce terrain. On peut faire le bilan, on peut comparer parfaitement ce que les États-Unis font, l'Union européenne font, des pays comme la Chine et l'Inde font. Et donc, certainement avec la politique maintenant de Xi Jinping qui font sur le plus de technologie, évoluer vers un niveau plus haut au niveau technologique. Je crois que ça c'est une évolution. Mais c'est vrai aussi que de l'autre côté, il y a là une volonté toujours donc on était le maître. Trump, il dit bon, pour moi cet accord climatique, je ne compte pas avec ça, je l'annule, les États-Unis ne participent plus. Bon, ce sont des situations, des évolutions négatives, mais qui ont à faire avec le fait qu'il y a là une grande puissance qui s'est sentie le maître du monde et qui est en train de perdre son pouvoir. Très bien. Alors, là, nous sommes arrivés dans notre 5e question. Parlons un peu maintenant de la démocratie que l'Occident réclame souvent pour l'Afrique, particulièrement rapidement du Congo. Pouvez-vous nous parler de ce qu'on attend par la nature d'un État souverain, souverain des droits de l'homme et surtout de la démocratie en RDC? À ne pas oublier aussi sur la relation diplomatique avec la Belgique, qui récemment, il y a eu conflit avec la situation de l'espace Schengen. Déplorez-vous cette situation ou le trouvez-vous compréhensible? Donc, commencez par nous dire un peu ce que vous attendez par la démocratie que l'Occident est en train de réclamer pour l'Afrique ou alors la République démocratique du Congo. Parce que Mobutu a vécu dans la dictature. On n'a pas vu qu'on avait longtemps réclamé la démocratie. Ce n'est que vers la fin de son règne, quand il est atteint par la maladie. Et il y a eu aussi la relation diplomatique avec la Belgique qui a été boycottée dans les années 80, vers la fin des années 80, c'est là qu'on a quand même commencé à parler de la dictature. Quand on considère finalement le début de son règne, qu'un gouvernement qui était légal, qui a été renversé, le gouvernement Lumumba, il a été renversé, Mobutu a pris les pouvoirs par un coup d'État. Mais là, c'était des élections quand même libres et démocratiques. Alors, maintenant, vu aussi les livres que nous avons lus de Lido De Vité, qui a écrit sur l'assassinat de Lumumba, l'histoire est en train vraiment de détailler tout ce qui s'est passé. Donc maintenant, qu'est-ce que vous entendez par là? Lorsque l'Occident matraque tout le temps la démocratie, alors qu'il y a eu 2 ans de dénonciation de ce qu'on a dénoncé dans le livre de Lido De Vité, de l'assassinat de Lumumba. Et c'est que vous avez aussi développé dans votre livre Le Congo une histoire une histoire populaire de Laurent Désiré Kabila et de Ludo Martins, paix à son âme, qui aussi en a parlé un peu de son rôle-là. Alors, quelle démocratie par l'Occident finalement? Qu'est-ce que vous dites par là? Et qu'est-ce que vous attendez par les droits de l'homme et aussi un État souverain? Monsieur Boussela, je vous passe. Mais les droits de l'homme, ce sont des droits qui ont
trois générations. Non. La première génération, c'est le droit de l'individu contre l'arbitraire féodal. Donc, c'était la Révolution française. C'était fraternité, égalité, et le troisième mot, j'oublie. Mais, donc, ça, c'était la liberté de l'individu contre l'arbitraire. Et c'était les droits individuels. C'est important, ces droits-là. Mais on a vu, le siècle qui est venu par après, que ces droits individuels, dans un monde qui n'est pas égal, où il y a des gens qui ont beaucoup d'argent et beaucoup de moyens et beaucoup de liens, et des gens qui n'ont rien d'autre à offrir que leur travail, que dans ce monde-là, l'un est un peu plus égal que l'autre, comme on dit. Et que donc, il y a eu un mouvement ouvrier qui a suivi dans le 19e siècle, vers la fin du 19e siècle, qui a imposé une nouvelle génération de droits de l'homme, qui sont ce qu'on appelle les droits sociaux. C'est le droit à un syndicat, le droit à faire une grève dans une usine, c'est le droit à une sécurité sociale, à une solidarité entre employés et ouvriers, pour une sécurité sociale. Ça veut dire le droit aux pensions, le droit au chômage, le droit à la maladie avec les mutualités, tout ça. Ça, c'est une toute autre nouvelle forme de droits de l'homme qui sont, ce qu'on peut dire, les droits de l'homme sociaux. Alors, qui ont évolué vers la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e siècle, et qui ont donné naissance à ce qu'on appelle les sécurités sociales après la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il y a une troisième génération qui est très importante, surtout pour l'Afrique et le tiers-monde. C'est la génération des droits des peuples d'être souverains. Et donc, c'est la génération des droits de l'homme quand on a dit que la lutte pour l'indépendance et la lutte contre la colonisation est une lutte justifiée. Ça, c'est une troisième génération. Et donc, pour moi, ces trois générations font partie des droits de l'homme. On ne peut pas réduire ça à la première génération seulement. Il faut avoir des droits de l'homme. C'est vrai que l'individu doit être protégé contre l'arbitraire et que donc on doit avoir un état de droit qui protège les droits des individus. Mais c'est aussi vrai que il faut avoir des droits sociaux. Il faut que les employés et les ouvriers puissent s'organiser et puissent défendre leurs droits dans les usines et qu'un état de droit doit défendre ça aussi. Et ensuite, c'est vrai aussi qu'il faut que les peuples colonisés deviennent libres et peuvent acquérir l'indépendance et la souveraineté. Et donc les trois générations forment ensemble les droits de l'homme. Et qu'est-ce que j'entends par l'indépendance et la souveraineté? Ce n'est pas seulement l'indépendance formelle, comme Lumumba disait, l'indépendance politique, ça ne suffit pas, il faut aussi l'indépendance économique. Qu'est-ce que ça veut dire l'indépendance économique? Ça veut dire que pendant la colonisation, l'Afrique a été conquise pour que on puisse avoir des matières premières bon marché. Et que donc le rôle de l'Afrique dans l'économie globale, l'économie mondiale, depuis la colonisation, c'est être livreur de matières premières bon marché, un, et deux, marché vers lequel on peut exporter la surproduction des pays capitalistes comme en Europe ou aux États-Unis. Et tant que cette dépendance économique, tant que ce rôle ne change pas, l'Afrique restera dans la misère. Parce qu'on ne sait pas créer une économie avec des valeurs ajoutées, avec une agriculture qui sait nourrir le propre peuple, si le seul rôle qu'on a, c'est livrer les matières premières au prix le plus bas, et deux, être un marché pour les produits qui sont de trop en Europe.
parce que ces produits sont importés et sont produits à un prix beaucoup plus bas et ça écrase, par exemple, l'agriculture locale. Donc, tant qu'on reste dans cette situation de livreur de matières premières bon marché et de marché pour la surproduction des pays capitalistes, il n'y a pas de vraie indépendance. Il n'y a pas de vraie indépendance. Alors, maintenant, si je comprends bien dans ce que vous nous avez dit là, avec le problème de les conflits internationaux, de tout ce qu'il y a comme l'économie, les problèmes que vous nous avez soulevés sur l'état des droits, les démocraties et tout ça. C'est vrai, mais par rapport à la RDC dans ce qu'elle est en train de subir, est-ce que la RDC souffre d'un problème démocratique pendant que les autres disent c'est la dictature qui se passe là-bas, ou bien c'est un problème d'une révolution en fait pacifique, mais qui avance un peu avec les Lumumbis, comme vous l'avez suivi. Parce que l'Occident réclame, dit qu'il y a la dictature maintenant avec Kabila, qui ne veut pas organiser les élections, mais il y a quand même les élections en cours. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? Parce que les gens, on essaie maintenant de voir qu'est-ce que ça veut dire la démocratie. Ça vous de nous le dire. Mais la démocratie, ça veut dire qu'on peut dire ouvertement ce qu'on pense. Et je crois que si on compare la situation dans les années 80 au Zaïre de Mobutu et on compare ce qu'on écrit aujourd'hui dans les médias au Congo et ce qu'on peut dire à la télévision et ailleurs sur le Congo, il y a une grande différence. Oui. Il y a là une liberté. On ne peut pas mettre un pied, dire que c'est égal, que c'est une dictature comme sous Mobutu, parce que ce n'est pas le cas. Donc, cette émission, probablement, il y a des gens au Congo qui puissent la voir. C'était impossible, pas seulement techniquement, mais c'était impossible au niveau sous la dictature de Mobutu, c'était impossible. Des livres marxistes distribués au Congo, aujourd'hui, c'est possible. Sous la dictature de Mobutu, c'était impossible. Je vous prie, par exemple, quand vous allez voir actualité.cd, c'est un médium très puissant qui suit l'actualité du jour, même de heure en heure, et qui donne parfaitement la position de l'opposition à côté de la position du gouvernement. Donc, on ne peut pas dire que il y a des problèmes. Il y a eu des problèmes sur les questions de manifestation, hein, mais ça c'est un autre débat. Mais la réalité est quand même qu'on ne peut pas mettre un signe d'égalité entre la dictature mobutiste et ce qui se passe aujourd'hui au Congo. D'ailleurs, la preuve en est que les Occidentaux ne sont pas conséquents. Parce que d'un jour, ils disent c'est la dictature là-bas, et l'autre jour, ils sont quand même là pour offrir de l'argent pour financer les élections. Et on le refuse. Alors, ils sont mécontents. Donc, c'est quoi ça? Voilà. Ils sont quand même... Et alors, c'est à la guerre. Donc, voilà. Ça, on commence un peu à comprendre le mécanisme. Arrivons maintenant, nous allons arriver maintenant sur la sixième question, donc c'est-à-dire le point de la situation actuelle en République démocratique du Congo. Vous avez déjà commencé à les dire. Voilà, donc il paraît, on a su par nos réseaux que vous étiez là, en République démocratique du Congo récemment. Monsieur Tony, vous qui connaissez alors parfaitement la situation de la classe politique congolaise et semblez connaître aussi le parti Lumumbiste unifié, ces cadres tels que Gizenga, Mozito, Luigi Gizenga et aussi Kabwelulu Martin. Quelle lecture faites-vous de la situation actuelle de ce parti et des positions des uns et des autres? Citez par exemple leurs divergences d'opinion en rapport avec leur alliance faite avec la majorité présidentielle, Kabila fils et de ces élections à venir. Qu'est-ce que vous nous dites par là? D'abord, je dois dire, je les connais comme tout le monde les connaît. Donc, je suis l'actualité, je vois les différentes déclarations et il y a là quelque chose assez bizarre qu'on a pu constater, c'est qu'à un certain moment,
Donc d'abord, je veux dire, quand je lis les textes de Musito, qui mettent en avant le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, le fonctionnement du marché libre, du libéralisme, qui se pose comme un technocrate en service du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Et je vois de l'autre côté des déclarations de Luigi Gizenga où il prend il défend le socialisme, il prend des mots d'ordre et un discours lumumbiste, mais vraiment lumumbiste. Alors je ne comprends pas très bien. Allez, il y a là au moins une contradiction au niveau de programme et de vision de société. Disons ça comme ça. Deuxièmement, j'ai constaté que les deux sont allés à un certain moment signer un texte ensemble avec MLC et le UNC, dans lequel ils disaient qu'ils étaient en pourparlers pour former une alliance électorale. C'était assez étonnant de constater ça parce que le PALU, qui est quand même un parti de gauche lumumbiste, qui va aller ensemble avec le MLC, c'était difficile à comprendre. Hein. Alors, on a vu Antoine Gizenga intervenir. Qu'est-ce que vous reprochez avec le MLC? Parce que imaginez un peu avec les peuples congolais, ils sont un peu là à comprendre certaines choses. Le MLC, c'est le parti de Jean-Pierre Bemba, c'est le parti de Jean-Pierre Bemba, c'était un ancien moboutiste. Ce n'est pas du tout un parti de gauche, le MLC, c'est un parti de droite, c'est un parti qui est pour le libéralisme. Quelle différence faites-vous entre le parti de gauche et le parti de droite? Parce que moi, je comprends un peu, mais j'aimerais un peu aider nos auditeurs pour comprendre un peu. Qu'est-ce que vous avez dit, parti de gauche et parti de droite? Pour moi, un parti de gauche au Congo, ça veut dire être pour l'indépendance et la souveraineté de la nation. Et avoir une perspective vers le socialisme, vers un autre type de société qui est vraiment juste pour le peuple entier. Et les droites? La droite, c'est voir l'alliance d'abord avec l'Occident, avec les anciens métropoles, se baser sur des gens qui ont été dans la dictature néocoloniale à fond, et jurer avec le capitalisme pur et dur. Donc, normalement, si c'est que nous comprenons par rapport à l'Afrique, je ne crois pas que c'est par rapport à l'Europe. Parce que quand on parle de gauche, droite, extrême droite en Europe, c'est-à-dire les droites, donc c'est peut-être aussi la même chose. C'est-à-dire les droites, c'est beaucoup plus le capitalisme, c'est-à-dire le marché financier, le banque, c'est ça. Et oui, non, il y a un lien. Il y a une autre situation. L'Afrique, la lutte des classes en Afrique, c'est d'abord la lutte pour l'indépendance et la souveraineté. Voilà. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y aura pas de progrès au Congo. On peut, si demain, la droite gagne au Congo et rentre dans le sphère d'influence de l'Occident, je vous garantis que le Congo n'avancera pas. Donc, sans l'indépendance et la souveraineté, le Congo ne peut pas avancer. Ça, c'est donc, si je comprends, vous êtes en homme de gauche. Moi, je suis homme de gauche, donc je dis que je suis marxiste, et en tant que marxiste, ça c'est ma position. Quelle est la pensée politique de marxiste? C'est ça, c'est la lutte des classes, et la lutte des classes en Afrique, ça veut dire la lutte pour l'indépendance et la souveraineté. Okay. En Europe, ça veut dire la lutte des classes contre de la majorité du peuple, contre le grand capital et les finances. Mais dans les faits, c'est une lutte qui est parallèle, qui a les mêmes ennemis, parce que c'est le monde des finances et le grand capital occidental qui refuse l'indépendance et la souveraineté du Congo et de l'Afrique, et qui, en Europe, impose l'austérité et le chômage et une politique antisociale. Donc, dans ce sens, les peuples en Europe et les peuples en Afrique se battent contre un même ennemi. Bon, donc si je comprends bien, c'est que nous ne comprenons pas, c'est-à-dire le peuple d'Afrique ou alors le peuple congolais devrait savoir que la nation s'est engagée dans un combat
ou alors d'un processus de son indépendance totale. Donc, avec Lumumba, la nation a accédé quand même à l'indépendance, disons, politique, parce que l'économie, ça n'a pas été. Et voilà pourquoi il y a eu le néocolonialisme, il y a eu une domination économique par les pays métropoles, dites des pays colonisateurs de ces pays. Alors, maintenant, les partis de droite, extrême droite ou droite, c'est beaucoup plus vers le capitalisme. Tandis que les partis de gauche, c'est beaucoup plus pour la lutte sociale, la lutte économique, l'indépendance et la souveraineté internationale de cette nation et l'évolution sociale. Alors maintenant, comme vous nous faites comprendre qu'il y a la lutte des lumumbistes nationalistes, compte tenu des souffrances des peuples congolais qui quand même arrivent la plupart des temps de sortie parce qu'il y a la misère, il y a manque d'emploi et tout ça là. Vous ne voyez pas que ce message ne peut pas coller à la population. Si les nationalistes sont là-bas, comment se fait-il que les Congolais sont beaucoup plus à l'extérieur, continuent toujours des sorties pour vivre ailleurs que dans leur pays? Est-ce qu'il n'y a pas un problème de mauvaise gouvernance? Est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de ce soi-disant, moi j'ai dit entre guillemets, que ce sont des lumumbistes nationalistes, qu'ils ne bossent pas assez pour le social? Oui, ou alors, jusque-là, ils n'ont pas encore aussi cette indépendance économique-là? Non, tant qu'il n'y a pas l'indépendance économique, tant que le Congo est poussé dans le rôle de livreur de matières premières bon marché, il n'y aurait pas de progrès. Mais la question, c'est qu'il y a des forces qui se battent contre ce rôle-là, il y a des forces qui se battent pour maintenir ce rôle-là. Et donc, les uns, je les appelle de gauche, les autres, je les appelle de droite. Alors, pour vous concrètement, qui sont ces forces qui se battent pour l'indépendance ou la souveraineté? Qui sont ces forces-là concrètement? Parce que vous étiez au Congo, vous avez organisé des conférences là-bas, on y reviendra tout à l'heure. Alors, quelles sont ces forces-là, concrètement? Ou alors, si vous pouvez... il y a d'ailleurs en Afrique entière, oui, une volonté de plus en plus dans les classes dirigeantes de défendre l'indépendance. Okay. Et je crois que d'abord au niveau de l'Afrique, on peut trouver ces forces d'abord et avant tout dans le SADC. Le SADC, c'est la communauté sud-africaine, oui, avec des pays comme l'Afrique du Sud, l'Angola, la Tanzanie, le Zimbabwe. C'est une des premières choses que Laurent Désiré Kabila a fait, c'est faire le Congo membre du SADC. Et donc, ce sont des pays qui ont été décolonisés ou qui ont obtenu l'indépendance et qui ont connu des guerres les plus récemment contre l'impérialisme et contre la colonisation. L'Angola a été libéré dans les années 70 et a dû se battre dans une guerre jusqu'en 2001. L'Afrique du Sud a été libérée en 94. Le Zimbabwe a été libéré fin des années 80. Donc, ces pays gardent toujours cette mémoire et cette volonté de défendre leur indépendance et se méfient des gouvernements occidentaux dont ils savent très bien qu'ils ont appuyé à fond la caisse l'apartheid, ils ont appuyé la guerre en Angola, l'UNITA, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui ne s'oublie pas, même au niveau des classes dirigeantes. La guerre en Angola avec l'UNITA, ça, c'est une sous-question. Donc, c'était sous Mobutu. Mobutu était ami à Savimbi. Oui, Mobutu était ami à Savimbi et pas seulement Mobutu, c'était la CIA qui appuyait à fond la caisse Savimbi, ensemble avec le régime d'apartheid et avec Mobutu. Et donc, il y avait là une guerre qui était menée avec l'armée sud-africaine, avec l'appui de Mobutu comme arrière-base de Savimbi, contre les indépendantistes du MPLA, de l'Angola. Donc ça c'était la réalité. Et donc ce que je voulais expliquer, vous me demandez quelles sont les forces qui veulent l'indépendance. Moi je crois que dans les classes dirigeantes, il y a une volonté d'aller vers cette indépendance, mais d'une façon pas radicale, pas révolutionnaire comme dans les années 50 ou 60. Hein. On se sont liés
on se sent liés et on réfère à Lumumba, à Nkrumah, à Amilcar Cabral, etc. On se sent amis des Cubains qui sont venus en Angola se battre contre le régime de l'apartheid, qui ont défait l'armée sud-africaine à Quito et qui ont de toute façon rendu possible l'indépendance de l'Angola. Il y a ça, mais ce n'est plus de la même façon. Donc, il y a eu la chute du socialisme en Union soviétique qui a fait que pendant longtemps, on a désarmé idéologiquement. On a dit que non, il n'y a plus d'idéologie. En fait, il n'y a qu'une idéologie qui existe et c'est l'idéologie de droite, l'idéologie libérale, et ce système fonctionne. Et ça a fait beaucoup de tort et ça a toujours son influence dans ces classes dirigeantes. Alors, il y a des forces de gauche. En dehors des classes dirigeantes, il y a des forces de gauche qui sont, comment dire, en minorité, qui sont dispersées pour le moment, mais qui existent déjà beaucoup plus aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mais pourquoi ils ne s'ensemblent pas? Vous avez l'impression comme s'ils sont toujours divisés, ces forces de gauche. Oui, il y a plusieurs partis qu'on peut dire des forces de gauche. Il y a le PALU, qui est un parti lumumbiste, dont un dirigeant, Luigi Gizeng, a dit qu'il est pour le socialisme, qui réfère à Lumumba, mais d'une façon conséquente. Mais il faudrait des bilans. Ça doit aussi nous convaincre, parce que quand vous dites déjà que le PALU c'est beaucoup plus social, il nous dit qu'il commence à dire, ils étaient là dans la primature, mais j'ai comme l'impression que leur bilan n'est pas assez convaincant. Concrètement, parce qu'ils ont dirigé le Congo, la primature. Le PALU n'a pas dirigé le Congo. Le PALU était membre d'un gouvernement d'alliance. Ouais. Dans lequel ils ont eu la primature, mais là-dedans aussi, il y a une ambiguïté. La question n'est pas s'il y a des gens 100%, ça ne marche pas comme ça. Il y a des influences, il y a des courants. J'ai déjà dit que Muzito, qui a été le premier ministre pendant la première période, après Antoine Gizenga, que lui, il est un libéral. Il défend le FMI, il défend la Banque mondiale. Il est en fait pour une gestion technocrate dans le cadre du FMI et de la Banque mondiale. Donc, il n'a pas cet idéal d'indépendance, de souveraineté comme Luigi Gizenga. Donc, ce sont déjà dans le même parti deux différents courants, deux différentes façons de voir. Et donc, dans ce sens, je trouve que la gauche est un peu éparpillée. On voit ça au sein du PALU, mais on voit ça aussi. Par exemple, maintenant, il y a un parti comme le Parti travailliste de Stephen Biko. Il y a le Parti communiste congolais de Silver Bossois. Il y a différents partis qui sont de gauche, mais qui ont tous... Le pays est aussi un pays énorme, avec beaucoup de différentes régions. Et donc, il y a plus que 500 partis. Certainement, il y avait 700 partis. Hein? Donc, ça fait que il y a un éparpillement et ça va prendre le temps que ça va prendre pour que les gens puissent s'unir. On ne sait pas forcer ça, on ne sait pas décréter ça. Voilà. Mais dans tout ce monde, dans tout ce monde de différents partis, de centaines de partis, il y a plusieurs forces de gauche, il y a plusieurs partis qui sont de gauche et qui peuvent évoluer et qui sont en route. C'est bien. Bon, en tout cas, cette division et dispersion des nationalistes. Si je peux encore ajouter, pour finir à cette première question, ça c'est, donc j'ai dit, dans les classes dirigeantes, il y a beaucoup de gens qui veulent plus d'indépendance et de souveraineté, qui n'acceptent plus la domination comme avant. De deux, il y a dans les partis politiques, dans la classe politique, il y a plusieurs courants qui veulent aller vers la gauche. Et ça peut être des courants qui ont été dans le gouvernement et qui ont été autour de la majorité présidentielle et d'autres qui ont été dans l'opposition. Et enfin, il y a dans la société civile certainement aussi beaucoup d'organisations et d'associations qui sont plutôt pour une société solidaire, pour une société et pour un pays qui est vraiment indépendant et souverain. Qui sont là aussi. Donc,
je crois que dans la société entière, il y a des courants de gauche qui existent. Très bien. Alors, que pensez-vous concrètement de la dernière position du Conseil de sécurité de l'ONU en rapport du mandat prolongé de MONUSCO? Oui, j'ai déjà répondu tout à l'heure que j'ai l'impression que l'Union européenne, les États-Unis sentent que les choses s'échappent, que le Congo, ils n'ont pas ça dans leur grippe comme ils avaient ça avant, sous Mobutu certainement, mais même pendant la guerre entre 98 et 2003 et même jusqu'à 2006, ils avaient le comité international d'accompagnement de la transition. Ils avaient plus de structures de tutelle directe. Comme ils ont financé les élections de 2006, ils avaient aussi plus d'influence sur les élections. En 2011, ils n'ont plus eu ça. Bon, les élections ont été mal organisées peut-être. Cette fois-ci, on veut organiser les élections d'une façon meilleure. On a pris plus de temps. Il y a eu 45 millions d'électeurs qui ont été inscrits, ce qui est beaucoup plus qu'en 2006, où on avait 25 millions. Donc, bon, et en plus, ces élections seront payées par l'État congolais. Et donc, on ne demande même plus, on dit même, quand l'Union européenne dit on veut financer 30% des élections du budget électoral, on dit non, c'est pas nécessaire. Donc, on est en train un peu de perdre les différents instruments, les différentes voies avec lesquelles on avait un contrôle sur la situation politique. Et donc, la seule chose qui existe encore, c'est la MONUSCO, qui est un grand appareil bureaucratique qui bouffe beaucoup d'argent et qu'on essaie maintenant d'instrumentaliser en fonction de quand même avoir un contrôle sur la vie politique. Et donc là, on constate que la résolution 2409, que cette résolution prévoit dans un contrôle et une activité plutôt politique de la MONUSCO, qui doit faire des rapportages plus régulièrement de tout ce qui se passe au niveau politique au Congo. Tandis que quand on voit cette MONUSCO qui est déjà là depuis plus que 15 ans, elle ne réussit pas à désarmer des milices. On pourrait comprendre au moins la position du gouvernement congolais qui a demandé de réorienter et réorganiser cette MONUSCO d'une telle façon qu'elle serait plus comme la brigade internationale africaine qui se trouve au sein de la MONUSCO. Donc, on voulait la renforcer et diminuer tout l'appareil bureaucratique qui est là surtout pour faire du monitoring de tout ce qui se passe au Congo, mais qui, dans les faits, n'intervient pas. Donc ça, c'était la position du gouvernement congolais. Moi, je trouvais ça compréhensible. Et donc, je comprends de l'autre côté que ceux qui sont en train de perdre le grip sur le Congo, ils ont mis tout sur l'aspect monitoring de la vie politique au Congo, ce qui leur permet beaucoup plus d'intervenir via les médias, via l'ingérence politique, quoi. Donc, si je comprends, apparemment, c'est pour nous un peu positif de vous attendre dire, comme si on est en train de perdre l'Australie qui a de la RDC dans la bonne voie, qui est le Congo est dans la bonne voie. Rien n'est gagné définitivement, mais moi, j'ose dire que si les élections auront lieu en décembre, ce qui n'est pas complètement improbable, donc c'est possible qu'ils auront lieu en décembre, et si ils peuvent avoir lieu et qu'il y a une participation sérieuse du peuple congolais, alors je crois que effectivement, ce sera un pas en avant. N'importe qui gagne les élections. N'importe qui gagne les élections. Alors, n'importe qui gagne les élections. Je m'improvise aussi cette sous-question. N'importe qui. Quand vous dites n'importe qui, c'est-à-dire que
ça peut être aussi, les candidats aux élections, il y a pas vraiment, on ne connaît pas encore parce que les dépôts de candidats, je crois que c'est au mois de juin. Donc, d'ici. En juillet. Il y a les candidatures seront déposées en juillet. Voilà, c'est là qu'on va quand même savoir un peu le profil des candidats. Oui. Non, ce que je veux dire, c'est que si les élections ont lieu, et prenons par exemple qu'un parti de l'opposition gagne, et on respecte les résultats, et on laisse aussi, donc on ne commence pas à faire une sorte de chasse à sorciers pour écraser complètement le bloc de la majorité, parce que là, on risque effectivement de retourner vers la guerre. Mais si effectivement des élections qui ont lieu et que un bloc le gagne contre l'autre, alors on peut avoir au moins une vie politique plus autonome, parce que les élections seront financées par le Congo même. Ah, les élections seront financées par Oui, ça c'est le pas en avant. Si le Congo sait vraiment financer ses élections et les organiser d'une bonne façon, alors on peut dire que effectivement ces élections seront un pas en avant. Si par contre il faut une sorte de forme de tutelle, comme par exemple j'entends qu'il y a la CENCO est allée au Conseil de sécurité pour demander la tutelle, hein, donc l'organisation la prise en main de l'organisation des élections par le Conseil de sécurité. Bon, alors on est de nouveau parti pour un nouveau tour on est de nouveau en 2006, quoi. Alors là, je réitère encore ce que j'avais dit tout à l'heure. Vous venez de séjourner dernièrement au Congo et vous avez tenu même des conférences et donné des formations idéologiques marxistes aux membres cadres des différents partis politiques de gauche, comme celui de Steve Mbikai. Quelle est donc votre impression personnelle par rapport à ces partis de la gauche congolaise? Avez-vous l'assurance qu'ils arriveront à se réunir, à se rassembler dans une plateforme, ou faire une alliance en vue de bien préparer les échéances électorales, vous avez dit, et faire triompher la vraie gauche congolaise, tout en sachant qu'il y a aussi des seuils électorales? Non, je ne crois pas. Je vais une fois lire une citation que j'ai prise ici, qui date d'octobre 1966. C'est écrit par Thomas Mukwege, qui est un compagnon de Pierre Moulele. Oui. Et il a fait en octobre 66 le bilan de 3 années de guerre de libération, de guerre de résistance contre l'instauration de la dictature moboutiste. Et donc il écrit: la position stratégique du Congo, au cœur même de l'Afrique, est une question de vie ou de mort pour les impérialistes. Les immenses richesses naturelles et le potentiel économique du Congo en général n'ont pas attiré les intérêts d'une seule puissance impérialiste, mais de toute une coalition. Les USA, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne de l'Ouest, etc. Il n'est pas possible pour nous de remporter une victoire facile et rapide. Il est important que nous ayons un point de vue clair sur ce problème, sinon nous risquons de tomber dans des erreurs stratégiques et tactiques lourde de conséquences. Nous ne pouvons pas allumer un simple feu de paille. Les impérialistes et les réactionnaires doivent être comparés à des grandes montagnes qu'il n'est pas possible de renverser en un jour. Donc, ce que je veux dire avec cette citation, quand je lis ça, je crois qu'elle est toujours valable aujourd'hui. Et que la victoire d'une gauche, comme vous le présentez, avec un bloc qui va être la grande victoire du jour au lendemain, ça ne va pas marcher de cette façon. Donc, je crois que les groupements électoraux qui sont en train de se faire se font pas d'abord selon des critères de programme politique, mais ils se font selon les critères comment obtenir 1% de l'électorat. Donc, comment passer le seuil électoral de 1%. Donc, ça veut dire que pour pouvoir entrer dans le Parlement,
une alliance doit avoir au moins 350 000, ou ça dépend du nombre d'électeurs qui vont déposer leur vote. Donc, de voix. Et donc, ce n'est pas évident. Et donc, je crois que les groupements électoraux seront faits plutôt en fonction, si je vois du côté de la majorité présidentielle, en fonction de l'unité, de maintien de l'unité de ce bloc de la majorité présidentielle, un, et de deux, en fonction de pouvoir dépasser le 1%. Parce que, si j'ai bien compris, il y a déjà 13 groupements électoraux au sein de la majorité présidentielle. Donc, ça veut dire que ce n'est pas la majorité présidentielle comme telle qui va participer aux élections, mais 13 différents groupes électoraux. À côté de cela, il y a encore un groupe de Palou et alliés, et il y a encore le groupe du PT et alliés. Et donc, je crois qu'il y aura des forces de gauche dans les différents groupements électoraux, peut-être aussi dans l'opposition. Il faudrait encore voir les alliances au niveau de l'opposition, les alliances définitives. C'est clair pour moi qu'en tout cas que dans ensemble, je ne vois pas donc l'alliance qui a été faite en Afrique du Sud autour de Moïse Katumbi. Moi, je ne vois pas de force de gauche, mais que peut-être autour de l'UDPS qui a des forces de gauche qui peuvent aussi se faire remarquer. Donc, mais la grande différence avec 2006 et même 2011, c'est que au moins maintenant il y aura des forces de gauche qui ont la possibilité de dépasser, d'entrer dans le Parlement, plus que en 2006 et en 2011. C'est ça le progrès. Mais je ne vois pas de grande victoire de la révolution anticoloniale à travers ces élections. Je crois que ce sera un pas en avant dans la meilleure des cas. Mm-hmm. Alors, revenons maintenant, pour finir, en tout cas, je ne vous retiendrai plus longtemps, l'avant-dernière question, donc la diaspora congolaise. Alors, la Belgique est aussi un pays qui garde dans son territoire beaucoup de Congolais. Actuellement, il y a des conflits. Ces conflits résument en fait qu'il y a des Congolais qui appellent le ZAN les collabos. Ils estiment que le pays est occupé et ils font comparaison avec la France sous l'occupation de nazie, hein, c'est-à-dire la France sous l'occupation nazie. Et il y a aussi notre parti qui sont qualifiés peut-être de résistants et qui demeurent là pour libérer le pays. Alors, vous dites qu'il y a quand même une volonté de ceux qui sont au pays pour s'affranchir du joug colonial auquel les Occidentaux essaient un peu d'échapper à ça. Qu'est-ce que vous pouvez dire face à cette division des peuples congolais de la diaspora? Quels sont les conseils que vous pouvez nous donner? Ou qu'est-ce que vous pouvez dire face à ces tableaux qui se dessinent à l'Occident ici? Parce que apparemment, vous ne devrez quand même pas ignorer ça. Vous avez déjà eu à écrire quelque chose, qu'il y avait un plagiat de M. Honoré Gwanda, c'est lui qui quand même anime la résistance ici. Et les peuples congolais sont maintenant qualifiés ils sont divisés, quoi, parce qu'il y a des différentes opinions face à ce que vous décrivez et ce combat qui passe dans ce pays. Et une diaspora qui est divisée ou déchirée, qu'est-ce que vous pouvez dire ou donner comme conseil? Moi, je ne vais pas donner des conseils. Je vais donner mon opinion. Ah. Et c'est à tout le monde d'en faire ce qu'il ou elle veut. Mais donc, mon opinion, c'est que tous les Congolais qui vivent en Belgique ou en Europe sont confrontés avec le racisme, sont confrontés avec une société qui n'a pas rompu avec la colonisation. Et qui veut continuer la domination de l'Afrique. Et ça se sent tous les jours. Et donc ça, c'est quelque chose que tous les Congolais, malgré leurs divergences politiques, ont en commun. Et donc, je crois que pour ça, c'est à déplorer qu'il y a ces divergences.
Mais je vois aussi une évolution. Donc l'intérêt des Congolais dans la diaspora, c'est selon moi de se rendre compte qu'ils sont dans la même situation, c'est-à-dire une situation où ils n'ont pas les mêmes droits que les Belges, où il y a le racisme. Quand tu as la peau, tu as la peau, et je sais très bien de quoi je parle. Donc, ça c'est la réalité. Et il faudrait plus s'unir dans le combat contre le racisme, dans le combat contre la mentalité coloniale de nos gouvernements, que de se chamailler sur des histoires dans lesquelles, bon, c'est normal qu'il y a eu des guerres, il y a eu des troubles et toujours il y a des vagues de violence pénibles et ça fait des blessures et ça crée des tensions et ça crée beaucoup d'émotions. Et que donc le débat peut être chaud à certains moments, mais dans le fond, la force du peuple congolais, aussi dans la diaspora, ce sera l'unité. Bon, il faudrait voir comment les choses vont évoluer. Donc, en juillet, il n'y aura pas seulement en juillet les candidatures qui seront connues, mais en juillet, jusqu'à fin septembre, donc c'est pendant 2 mois que le diaspora peut s'enrôler. Donc, il faudrait voir comment les gens vont réagir là-dessus, qu'est-ce qu'ils pensent. Quand ils ont vu qui est candidat, est-ce qu'ils vont s'engager oui ou non, on verra. Donc moi je vois, c'est difficile de voir quand je vois des manifestations, des gens qui se disent pas des collabos, hein, je vois quelques milliers dans le meilleur des cas. Mais il y a beaucoup de Congolais, hein, beaucoup plus de Congolais dans la diaspora en Belgique, hein. Donc, moi, je ne sais pas qui a la majorité, qui a la minorité, hein, et je ne sais pas quel est l'avantage de dire, bon, ceux-là sont les bons et ceux-là sont les mauvais. Moi, je suis curieux de voir qu'est-ce qui va se passer. J'espère qu'il y aura plus d'unité et qu'il y aura un enrôlement. Il faudrait voir. Si ça ne serait pas le cas, alors... mais je sais une chose, c'est que les gens qui se disent patriotes, je sais une chose, c'est qu'ils veulent retourner dans leur pays souvent, pas tous, mais beaucoup veulent retourner dans leur pays, et ils ont raison, parce qu'ils savent qu'ils peuvent, avec la formation qu'ils ont reçue ici, ils peuvent faire des choses là-bas, et ils veulent le faire. Et le problème, c'est la grande frustration, c'est qu'il n'y a pas directement des perspectives claires, comment retourner et que faire alors là-bas, dans une situation qui est un peu chaotique. Et ça, c'est une frustration. Voilà. On peut qu'espérer qu'à fur et à mesure que les choses s'avancent et progressent, il y aura des moyens pour les gens que ceux qui veulent de retourner et que ces frustrations vont se changer. C'est ce que j'espère pour le Congo. Mais parlons-en un peu de ce qui est quand même tout nouveau pour la diaspora. C'est la toute première fois que cette diaspora va devoir finalement s'enrôler. Normalement, ça devait être de la joie. Mais lorsqu'il y a une partie qui dit que non, le pays est occupé, on ne libère pas les pays avec les élections, donc ils estiment par là vouloir faire la guerre. Alors, maintenant, donc, nous allons attendre ce qui va arriver. Mais je pense que si la diaspora voudrait le changement, normalement, elle doit passer par des voies pacifiques et démocratiques. Pour ceux-là qui sont des démocrates, mais pour ceux-là qui croient qu'il y a un changement après la guerre, est-ce que ça vous dit quelque chose si réellement il y aurait une guerre éclatée par certains groupements de Congolais, soi-disant, ils vont aller libérer les Congos. Ils vont libérer les Congos, mais finalement, entre le maître et qui? Parce que si... En vous attendant de tout ce que vous nous avez brossé là, M. Bousselan, les combats des nationalistes, les guerres des Occidentaux contre le gouvernement nationaliste, et le Congo est à faire un peu de l'air s'échapper. Si c'est un mouvement de gens qui disent aller faire la guerre, moi je pense qu'ils devaient commencer par les Occidentaux. Mais comment vont-ils se faire alors? Mais c'est pas... Je ne veux pas polémiquer, hein, mais je constate déjà depuis 97,
j'entends qu'il y a des gens qui veulent aller faire la guerre au Congo et qui veulent libérer le Congo de l'occupation. Et bon, ça fait maintenant tout ce temps-là et j'ai vu des choses passer, mais vraiment pas. Donc moi, je crois que être exilé, c'est quelque chose pas facile. C'est quelque chose qui travaille sur l'esprit. Et il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup de discussions et j'entends et je vois des gens qui sont dans un certain discours déjà depuis des années et qui répètent leur discours. Bon, c'est leur droit, mais je ne vois pas des choses concrètes qui suivent de là et qui sont constructifs ou qui peuvent donner une solution. Je ne les vois pas. Donc, bon, il y a maintenant des gens qui disent, mais ils disent ça déjà. Depuis combien de temps j'entends pas des gens qui disent il faut prendre les armes. Maintenant, de nouveau, il y a des gens qui disent il faut prendre les armes. Moi, je ne sais pas combien ils représentent dans la diaspora. Est-ce qu'ils sont 100? Est-ce qu'ils sont des milliers? Je doute si ce sont des milliers. Mais ce sont peut-être des centaines, ok. Mais je ne vois pas, parce qu'avant, il y avait aussi des gens qui disaient qu'il fallait prendre les armes. Donc, il y a eu toute la période, d'abord, avant 2006, et toute l'opposition contre les élections avec le front Banda MLC UDPS de Tshisekedi, hein, qui disait qu'ils allaient renverser, qu'ils allaient faire casser la baraque. Je me souviens, le 30 juin, minuit, le 30 juin 2005, c'était la fin de Kabila. Et après, minuit 30 juin 2005, Kabila serait parti. J'ai entendu exactement la même chose dire sur le décembre 2016. Et les choses, bon, ils sont évolués comme ils sont évolués. Donc, bon, on verra. On verra. On verra. Moi, je pense que arrivera ce qui doit arriver. Finalement, que le bon Dieu nous fasse grâce qu'il y ait des élections pacifiques et transparentes en République démocratique du Congo. Monsieur Tony Boutselin, pour votre mot de la fin, finalement, qu'est-ce que vous dites aux nationalistes et lumumbistes que vous avez eu aussi à côtoyer, quelques-uns parmi eux lorsque vous étiez à Kinshasa récemment? Qu'est-ce que vous dites aussi à la diaspora congolaise qui a quand même la volonté de vouloir aussi faire le pays? Qu'est-ce que vous dites aussi actuellement? C'est un débat qui est actuel, vous n'allez pas ignorer. C'est-à-dire les problématiques liées autour de double nationalité de l'article 10 de la RDC où on dit tous les ministres sont devenus sont de belges nationalité. Qu'est-ce que vous dites de ça? Votre mot de la fin, brossez-nous un peu tout l'ensemble de ce problème-là. Et nous allons vous laisser tranquille. Merci beaucoup. Oui, bon, moi je sais que selon le calendrier électoral, entre le 1er juillet et le 28 septembre, il y aura l'enrôlement des Congolais vivant à l'étranger. Ce sera très intéressant de voir combien de gens vont s'inscrire. Je vois qu'il y a un débat. Pendant un temps, on a dit qu'il fallait une transition sans Kabila. Maintenant, on commence à se rendre compte qu'il y aura effectivement des élections. Il y a des alliances électorales qui sont en train de se former. Donc bon, faudrait voir. Donc je constate que les conditions, les objectifs qui étaient planifiés dans le calendrier électoral jusqu'à maintenant sont réussis. Il y a eu effectivement l'inscription des électeurs, 45 millions. Il y a eu effectivement la loi électorale qui a été votée. Il y a eu le budget qui a été voté. Il y a eu la liste des partis existants et des groupements politiques qui a été introduit encore cette semaine, juste à temps, la date qui est prévue dans le calendrier électoral. Donc, je vois là quand même une évolution qui dit que ce sera plutôt vers les élections qu'on va. Et bon, il faudrait voir dans quelle mesure le peuple congolais va juger. C'est lui qui est le maître.
c'est le peuple qui est le maître. Si le peuple refuse d'aller participer aux élections, il le fera, il donnera son opinion de cette façon. S'il participera aux élections, il donnera son opinion de cette façon. Donc, il faudrait voir ce qui se passe. Moi, j'espère que les élections auront lieu et que ça pourrait être un pas en avant. C'est ce que j'espère de mon point de vue. Et de deux, je répète encore que pour aller de l'avance au Congo, il n'y a que deux solutions. Ou bien la lutte pour le socialisme en Europe va de l'avant et l'Europe devient un continent solidaire, vraiment chaleureux, qui veut vivre ensemble avec son voisin, l'Afrique, sur pied d'égalité, qui veut dédommager le dommage qui a été fait et causé par la colonisation et par tous les coups d'État et les dictatures qui ont suivi, appuyés par l'Occident. Donc, ou bien ce sera ça, ou bien c'est l'Afrique qui va devenir plus fort, qui va être capable de dire non aux Occidentaux et qui va dire, qui va imposer ses règles. Et donc là, il y a quand même une chose que je veux dire qui donne de l'espoir, c'est le fait que le code minier a été promulgué malgré une pression énorme de la part des vraiment grands multinationals miniers qui ont fait tout pour d'abord saboter le vote dans le Parlement, pour faire changer le texte, pour même aller chez le président discuter pendant 7 à 8 heures pour qu'il ne promulgue pas ce code. Il a quand même été promulgué. Et donc, ça veut quand même dire qu'au niveau des matières premières, on peut espérer un meilleur prix qu'avant. Ce n'est pas la bataille finale qui est gagnée, mais c'est quand même un signe d'espoir qu'on avance petit à petit, trop lentement certainement, mais petit à petit quand même, vers plus d'indépendance et de souveraineté. Merci beaucoup, merci Monsieur Tony Bousselen. Vous avez été plus que lucide dans vos analyses et nous vous remercions vraiment. La chaîne AmAfrica TV vous remercie énormément. Donc, je ne sais comment vous remercier pour votre disponibilité. J'ose aussi savoir que ce n'est pas la dernière fois que vous êtes passé dans notre espace et que prochainement aussi, on tâchera quand même à veiller à ce que la situation soit encore beaucoup plus comme nous nous sommes battus tout à l'heure pour démarrer cette émission. Et franchement, soyez aussi l'un de nôtres qui nous aide, qui nous éclaircit aussi, parce que nous sommes toujours dans cette même lutte à partir de la diaspora et bientôt peut-être aussi le pays. Vraiment, nous vous disons grand merci, Monsieur Bousselen. Merci à vous, volontiers. Merci beaucoup. Don't